plaisir de vous recevoir tous ce soir. Et avant de laisser la parole à Joël, donc, comme je lui disais, je me suis risqué à prendre quelques informations, donc normalement, qui doivent être corroborées par notre invitée ce soir. Elle me dira si c'est juste. Donc, notre invitée est intervenante à la télé et à la radio. Joël est une véritable battante qui a su remporter de nombreuses victoires tout au long de sa vie. C'est avec charisme et joie de vivre qu'elle alimente, en tout cas, les débats sur le focus suivant, où on peut dire que Joël est créatrice de joie, coach pour femmes, désirant s'accomplir et mettre dans sa vie, en tout cas, comment on dirait, des étoiles, ou redonner en tout cas le sourire à toutes les femmes. Et ce qu'on peut dire d'elle, donc ce qu'on peut trouver, c'est qu'après 2 ans de fac de droit à Sas, donc Joël fait face à des difficultés, logement avec ses parents, décide de rentrer dans le monde du travail avec la ferme intention de construire son évolution professionnelle. Et après plusieurs petits boulots, elle se spécialise dans la gestion de contentieux. Elle exercera cette activité au sein de grands groupes, Orange, on en a parmi nous ce soir, General Electric, avant de s'orienter en 2013 vers le secteur de l'immobilier social, dont moi aussi je fais partie, SNCF entre guillemets. Avant de s'orienter, donc voilà. Et le fait d'avoir été dans la précarité, comme elle le dit, ça l'a poussé à s'investir au sein de grands acteurs de logement afin d'aider les salariés aux revenus modestes et à se loger en négociant donc avec les partenariats. Donc on peut dire qu'elle est autodidacte, curieuse, s'intéressant à l'actualité. Et en 2016, quelqu'un a fait la mention tout à l'heure, elle intègre le talk show radiodiffusé, donc Les Grandes Gueules, et au sein duquel elle débat au sujet donc, de différents sujets, que ce soit la politique, société, écologie. Voilà, elle donne comme ça son avis sur énormément de choses. Combinant donc ces 2 activités professionnelles, elle suit en tout cas ses envies et son désir d'indépendance en créant et en lançant en juin de 2019 Suzanne, une marque de prêt-à-porter féminin. Et elle entame alors une reconversion professionnelle qui l'amènera à quitter son emploi. Donc maman et femme très active, souligne le trait, elle s'est dédiée au développement personnel pour gérer donc ses multiples facettes avec efficacité. C'est donc naturellement que cette femme, qui a souffert donc de timidité pendant très longtemps, choisit de coacher les femmes timides afin de les aider à prendre la parole et à s'affirmer dans leur milieu professionnel et personnel. Joël, j'en ai dit pas mal, mais bon. Ah oui, voilà. Tu as résumé toute ma vie. Et je te laisse maintenant nous dire tout ce que je n'ai pas dit. Il reste plus grand-chose. Peut-être après ce que tu dis. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Non, mais tout est dit. Hein. Je suis une très, très grande autodidacte. Je suis une grosse bosseuse, c'est vrai. J'apprends énormément de choses par moi-même, même si j'ai suivi quelques études, comme tu l'as quand même si bien signalé. Et oui, j'ai fait 2 ans de fac à Sas. Et voilà, il y a eu quand même des soucis. Je dirais que c'est 2 choses combinées. Des soucis familiaux, effectivement, financiers, qui ont fait que nous avons perdu notre logement avec mes parents. Et je viens d'une très grande famille, parce que j'ai 13 frères et sœurs. Donc, j'ai dû aller travailler. Et puis, je pense que moi-même, de toute façon, je suis vraiment une sorte de touche à tout. Et je suis quelqu'un qui m'ennuie très vite et qui fait beaucoup de choses à la fois. Donc, peut-être même que le système scolaire, peut-être que ne m'était pas adapté non plus, tel qu'il est fait, en tout cas en France, je pense. Donc, ceci entraînant cela, vous me retrouvez devant vous, en train de vous parler de timidité. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont j'ai énormément souffert. Jusqu'à l'âge de mes 30 ans, en fait, j'ai fait ma carrière professionnelle, mais je dirais quand même que j'ai pas mal manqué d'opportunités à cause de ça, parce que malgré le fait que j'étais efficace dans mon travail, il n'y avait pas de souci, mais la possibilité ou la capacité à connecter avec les autres, à échanger, mais des choses très, très, très informelles, la pause déjeuner, le café, enfin tout ce qu'on fait au bureau. À ce point-là? Ah oui, c'était, non, mais alors, c'est très simple. C'était bonjour, je t'assure devant mon ordinateur, je travaille à 17h, au revoir. Et le lendemain, bonjour. Donc, ouais, c'était très, très, très compliqué, très compliqué. Et puis, c'est vrai qu'à l'âge de 30 ans, moi, j'ai fait beaucoup d'intérim. Je suis passée par de grands groupes que je rentrais en intérim avec d'autres collègues à moi qui rentraient comme moi et qui
voyaient leur contrat, en tout cas temporaire, se pérenniser, se transformer en CDI, etc. Et moi, c'était pas mon cas. Et c'était pas le travail, c'était juste que on se projetait plus avec eux, en fait, parce qu'ils avaient cette capacité à créer des relations humaines. Ils étaient assez à l'aise dans le rapport humain. Donc, au-delà même de bien travailler, il y avait aussi je dirais, ce petit plus que j'avais pas. Et donc, c'est quelque chose que j'ai décidé de combattre ou de régler, on va dire, par moi-même et que j'ai réussi, Dieu merci. Et bien, effectivement, une fois que j'avais réglé ça, j'ai vu, en fait, tellement d'opportunités s'ouvrir à moi. Ne serait-ce que professionnel, bien sûr, j'ai eu des CDI, j'ai évolué. Déjà, j'ai évolué. Effectivement, comme tu l'as rappelé, moi, je faisais du contentieux à la base. Et puis, à la fin, là, quand j'ai quitté mon employeur, je me trouvais en train de négocier des partenariats entre les collectivités territoriales, les mairies, et je représentais mon employeur dans les comités de pilotage pour la construction de nouveaux logements. Donc, quelque chose que jamais j'aurais imaginé faire quand j'étais encore très timide, quoi. C'était impossible pour moi de faire ça, sans compter, oui, les grandes gueules. Bon, alors là, c'est, comme on dit, c'est le pompon, là, c'est… Qui est timide, je ne sais pas si il peut tenir. Hein. C'est vraiment autre chose. Donc, je pense que si je dois dire quelque chose, c'est… Souvent, on me dit, mais comment t'as fait? Comment t'as fait? Je crois que je me suis libérée de la perfection. Vraiment. Et je crois que c'est quelque chose… En général, les gens aiment la perfection. Ils se disent, il faut que les choses soient parfaites, ils sont dans le contrôle. Moi, je suis, comme on dit, en cours. Vous voyez sur votre ordinateur, quand c'est écrit en cours, et ben moi, c'est ça. Work in progress. Voilà, exactement. Je suis toujours en cours. Et là où vous me voyez, je suis en cours. Donc, ne vous inquiétez pas si c'est pas parfait tout ce que je vous raconte. C'est que j'accepte de m'améliorer en chemin, en fait. J'accepte de débuter quelque chose, de ne pas le maîtriser à la perfection et de le travailler en chemin et de m'améliorer, de rater, de recommencer, de dire « Ah zut, ça c'est pas bien », puis je recommence. Et donc, voilà, je suis toujours en cours et j'ai 17 ans. Voilà, c'est mes deux trucs. Donc, tu n'es pas encore majeur, attention. Hein. Non, j'ai 17 ans, c'est-à-dire que je vois toujours comme si, en fait, tu sais, à 17 ans, tu vas avoir le bac, tu as l'impression que là, wow, après le bac, il y a tellement de choses qui vont s'offrir à toi, tu vas avoir tes études, tu vas travailler là, tu vas faire ça. Et ben moi, tu vas avoir ton permis. Et en fait, moi, je suis toujours dans cet état d'esprit où je me dis, mais là, c'est comme si j'avais 17 ans, je me dis, mais oh, qu'est-ce qui va encore m'arriver? Où est-ce que je vais aller travailler? Et donc, j'ai 42 ans en vrai, hein, je veux pas vous… j'ai 42 ans, mais dans ma tête, en fait, je me comporte comme si j'avais 17 ans. Voilà. Donc, voilà comment je peux compléter à peu près qui je suis. Et puis, oui, pour l'essentiel, c'est ça. Ok, super. Bon, en tout cas, merci d'avoir complété ça avec ton cœur, tes tripes. Donc maintenant, écoute, à toi la parole. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que tu peux dire, en tout cas, à des personnes qui sont parmi nous, qui voudraient parfois prendre la parole quand elles sont en réunion. Elles se disent, ah, si je dis ça, comment je vais être considéré, qui sont parfois, comme tu dis, autour de la machine à café. Et puis, il y en a qui racontent leurs vacances, qui racontent leur week-end. Et puis, la personne est là, elle se dit, moi, si ce que je veux dire, c'est pas intéressant parce que j'étais juste au supermarché, quoi. Enfin, oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire? En tout cas, voilà, aide-nous à comprendre tout cela. Alors, il y a plusieurs, effectivement, niveaux de prise de parole, parce que la prise de parole en public, très souvent, on l'assimile à, bon, écoutez, je suis sur une scène, voilà, il y a 50 personnes devant moi, 100 personnes, 200 personnes, et je vais prendre la parole. Mais le public, en fait, ça peut être même tes collègues, hein, ça peut être 3 personnes dans la salle de pause. Ça, déjà, c'est de la prise de parole en public, puisque tu ne parles pas avec toi-même, tu n'es pas dans ta tête, tu commences à t'exprimer devant un public, quel qu'il soit. La première des choses, quand même, moi, je fais reposer la prise de parole sur 3 choses très simples. Hein. Et quand j'accompagne les gens, je fais pas trop de fioritures. J'aime les choses très pragmatiques et très focus. Donc, la première des choses, c'est vraiment quelle pensée tu entretiens déjà, parce que il faut bien savoir qu'une fois que tu vas prendre la parole en public, c'est comme si tu disais aux gens, regardez-moi. Et ça peut être n'importe quoi, mais même si c'est pour raconter tes vacances, ils vont te regarder, ils vont t'écouter, peut-être même regarder comment tu es habillé, regarder comment tu parles, etc. Donc, en tout cas, ils vont poser leur attention sur toi. Et donc, à chaque fois que tu prends la parole, tu dis aux gens, oh, regardez-moi. Et donc, si tu dis aux gens, regardez-moi, il faut que toi, tu sois à l'aise avec qui tu es. Il ne faut pas que tu aies peur que les gens pensent quelque chose de, on va dire, négatif sur toi.
Et très souvent, ce qui nous empêche de prendre la parole, c'est que on pense qu'ils vont penser quelque chose de négatif. Mais en réalité, c'est que toi, tu penses quelque chose de négatif sur toi et tu ne veux pas qu'ils le voient. Donc, c'est pour ça que tu te tais. Alors, la chose que je peux dire sur ça, c'est déjà effectivement, il faut entretenir une pensée positive. Il faut connaître ses points forts, ses qualités. On a tous des défauts, mais plutôt marcher sur ses qualités et dire de toute façon, s'ils doivent voir quelque chose, c'est ça qu'ils verront. Ils ne verront rien d'autre que ce que je leur donne à manger, entre guillemets. C'est moi qui sers le plat. Donc, si je sers le plat, je suis censée savoir ce qu'ils mangent. Et donc, mais pour ça, il faut que je sache comment j'ai cuisiné mon truc, tu vois. Donc, je choisis quels ingrédients je mets et de toute façon, je considère que c'est ce qu'ils vont manger. Après, ils peuvent avoir des subtilités en disant « Ah oui, moi j'ai goûté, j'aime pas trop, j'aime pas si… » Ils peuvent ne pas aimer, mais en tout cas, je sais ce qu'ils mangent. Voilà. Donc ça, c'est important d'avoir une pensée positive et de se dire « Voilà ce que je veux leur donner à manger, voilà quelles sont mes qualités. » Et quand je parle, c'est ce qu'ils vont voir. Par exemple, moi, je suis plutôt quelqu'un de joyeuse. Donc là, je vous parle, bon, bah, j'ai un certain enthousiasme. Je suis un peu fatiguée, c'est vrai, mais j'ai un certain enthousiasme et je suis joyeuse et je me dis quoi qu'ils pensent, ils vont me voir sourire. De toute façon, est-ce que je vais me poser la question de oui, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Non, je sais que vous allez me voir sourire. Maintenant, vous pouvez dire, ah, mais elle sourit trop. Ou alors, ah, moi, j'aime pas ça. Mais moi, je sais ce que vous voyez. Vous voyez quelqu'un qui sourit. Donc, il faut déjà savoir en penser, voilà ce que je suis et voilà ce que je veux que les gens voient. La deuxième chose que je peux vous dire, c'est d'être focus sur quelque chose et c'est certainement pas sur les résultats. Très souvent, les gens s'attachent beaucoup aux résultats. C'est-à-dire, je fais quelque chose, quel résultat ça doit donner? Je veux absolument que ça donne ce résultat. Si je n'ai pas ce résultat, alors soit je ne le fais pas, si je ne suis pas sûre d'avoir ce résultat, ou alors si je le fais et que je n'ai pas le résultat, j'en retire une certaine insatisfaction, avec même quelquefois de l'autodénigrement, ce qui va m'empêcher la prochaine fois de reprendre la parole et de m'affirmer comme je le souhaitais. Donc, la première chose, c'est de se dire pourquoi je suis là. Je suis en réunion. Pourquoi je suis là? Je suis là pour donner mon avis ou partager mes résultats ou poser une question. Je ne suis pas là pour que les gens applaudissent à ce que je vais dire. D'accord? Je suis là parce que mon rôle, c'est de partager mes idées, faire avancer le groupe. Ce n'est pas tellement qu'ils soient totalement d'accord avec ce que je vais dire. Et c'est très important parce que sinon, si on est très attaché au résultat, alors soit on ne fait pas, parce qu'on se dit, ah, dis donc, j'aimerais dire ça, mais je crois qu'ils vont pas être d'accord. Je crois que non, ça va pas passer. Alors, je me tais. Mais ça, c'est complètement, ça tue en fait même votre évolution. Parce que qui vous dit qu'ils ne seront pas d'accord? Et même s'ils ne sont pas d'accord, peut-être qu'il y a quelqu'un dans l'assemblée qui va dire, tiens, cette personne-là, mais c'est intéressant ce qu'elle dit. C'est intéressant, creusons. Peut-être que les gens vont dire, ah non, je suis pas d'accord. Puis il y en a un qui va dire, si, attends, creusons un peu ce qu'elle dit. Donc, c'est important que les gens puissent voir ce que vous avez dans la tête parce que ils vont pas deviner ce que vous avez dans la tête. Et c'est avec ce que vous avez dans la tête qu'ils vont se projeter avec vous et peut-être vous faire évoluer ou vous proposer une opportunité ou autre. Ou que même vous, en parlant, vous allez vous rendre compte que, mais dis donc, je suis pas si bête que ça. Dis donc, je pourrais proposer ça ou je pourrais envisager de faire telle ou telle chose, mais toute seule, en fait. Ou tout seul, pardon, je sais qu'il y a des messieurs, hein, excusez-moi. Ah non, mais quand même, hein, parité oblige. Hein. Non, mais je féminise tout, moi. Pardonnez-moi. Et donc, c'est très important d'être focus sur le pourquoi on est là. Et le pourquoi, on va choisir que ce n'est pas pour le résultat. C'est pour faire avant tout. Il faut faire. Il faut oser avant tout. Et puis, la troisième chose, comme je vous l'ai dit au début, la perfection, non. Stop. No way. Pas de perfection. On choisit plutôt l'exigence. Parce que les gens font souvent l'amalgame entre… Ils me disent « Ah, mais je suis très exigeante. » Et puis quand je fouille, non, tu es perfectionniste. Parce que l'exigence, c'est se demander à soi-même toujours un peu plus. Toujours un peu plus. Donc, vous voyez, vous êtes déjà en cours, en processus d'amélioration. Donc, quand on est perfectionniste, on ne se demande pas un peu plus. On demande que tout soit boum, c'est bon, c'est fait, c'est parfait, j'y vais. Alors que quelqu'un qui est exigeant avec lui-même, il regarde où il est et puis il se dit, qu'est-ce que je peux faire quand même, qu'est-ce que je peux faire en plus pour avancer? Même, quel est ce petit pas? C'est la méthode des petits pas. Hein. Quel est ce petit pas que je peux faire en plus pour avancer vers mon objectif? D'accord? Donc, par exemple, si j'étais quelqu'un qui ne prend pas du tout la parole, qu'est-ce que je peux faire en plus? Qu'est-ce que je peux dire ce matin
Est-ce que je peux dire à quelqu'un, est-ce que toi, ça va? Par exemple, alors qu'avant, je ne le faisais pas. Ça a l'air de rien, mais c'est toujours quelque chose que tu ne faisais pas hier, en fait. Donc, c'est vraiment d'avoir cette volonté, cette exigence avec soi-même et de laisser tomber la perfection. La perfection, pour moi, c'est l'immobilisme, vraiment. Alors que le perfectionnement, c'est autre chose. Ça veut dire que justement, on s'améliore et on se perfectionne, on se perfectionne, on se perfectionne. Ça, c'est oui. Mais le perfectionnisme, non. Donc vraiment, ça, mais ça, c'est pour la prise de parole comme pour tout. Hein. J'ai envie de vous dire que pour tout ce que vous avez envie de faire, hein, il y a sûrement des gens qui sont des créateurs d'entreprises, bah, comme moi, hein, et puis ou qui envisagent de créer leur entreprise. Et moi, je vous conseille de quitter l'endroit où vous êtes, de faire un pas et de choisir de vous améliorer en chemin en fonction des retours que vous aurez de votre produit. Si votre produit, c'est vous-même, comme moi, et ben du coup, de vous améliorer en fonction des retours qu'on va vous dire. Et puis de décoller, quoi, de décoller et d'avancer. Et je pense que ça, pour le coup, c'est vraiment, vraiment essentiel, pas que dans la prise de parole, mais pour tout. Donc, vraiment, la prise de parole repose pour moi sur ces trois choses. C'est action, action, action. Plus je parle, mieux je parle. Et quand je dis mieux, c'est pas tellement en termes de vocabulaire. C'est-à-dire qu'en général, on a tous un assez bon vocabulaire, on parle tous français ici, ça va. Quand je dis mieux, c'est en termes de fluidité, la façon dont les idées me viennent et dont je peux les exprimer assez facilement. Mon authenticité aussi, mon naturel, c'est très important parce que c'est ce qui vous rend identifiable. Si vous n'avez pas de naturel, les gens ne savent pas à quoi se raccrocher. C'est-à-dire que peut-être que vous voulez parler comme un tel ou comme un tel, mais ils sentent que c'est faux. On a besoin de savoir qui vous êtes, on a besoin de vous identifier, on a besoin de savoir que, ah oui, quand je suis avec Serge, moi je sais que Serge, quand il prend la parole ou quand il fait ça, c'est Serge. On sait que c'est Serge. Mais si on ne sait pas, les gens soit ils interprètent ça comme quelque chose de faux. Ils se disent, il a l'air faux, je ne sais pas trop. Ou comme quelque chose de sournois. Donc, c'est très important d'être authentique et d'être identifiable par ce moyen-là. C'est assez important. Donc, vraiment, l'authenticité, c'est un point, je mets beaucoup l'accent dessus parce que souvent, on essaie d'avoir des prises de parole qui sont assez formatées. On se dit, ah oui, il faut faire comme ça, faut se tenir comme ça, etc. Je vais mettre le ton comme ça, la voix. Je ne sais plus ma voix, mais je vais prendre la voix de quelqu'un. Non, gardez votre voix, gardez vos expressions, gardez votre naturel. C'est comme ça qu'on va savoir que c'est vous, en fait. Et c'est qu'on ne va pas vous confondre avec Virginie ou avec Paul. C'est important. Et sur ce que tu me disais, justement, Dimitri, sur le côté un peu pause café, là, je vous dis, il faut apprendre à raconter votre journée. C'est un peu le storytelling. Vous devez apprendre à vous raconter. Là où vous vous dites, ah mais ça, c'est pas important ce que j'ai fait hier soir. Si, c'est important. Pourquoi? Parce que les gens ont besoin de savoir ce que vous faites en dehors du travail. Alors moi, je ne parle pas de choses intimes, hein, personnelles. Si vous êtes quelqu'un, par exemple, j'accompagnais une dame qui jouait de la guitare. Elle prenait des cours de guitare, etc. Et je lui demande, mais est-ce qu'au travail, qui sait que tu fais la guitare? Elle me dit, personne. Je lui dis, donc, ça fait 1 an que prends les cours de guitare et personne ne sait que tu fais la guitare. Elle me dit, non. Je dis, mais ça, c'est ce qui fait la conversation, ce qu'on appelle le small talk. C'est ce qui fait la conversation à la machine à café. Je dis, ah, mais hier, j'ai pris mon cours de guitare. Mais qu'est-ce que tu as fait hier? Ah, ben moi, hier, j'étais à mon cours de guitare. Les gens disent, ah bon? Tu prends les cours de guitare? Oui, je prends les cours de guitare. Mais depuis quand? Si, ah. Et ils repartent dans leur bureau en disant, ah, mais moi, je sais que Olivia, elle fait des cours de guitare. Ah, tu savais pas? Oui, elle fait des cours de guitare. Ah, c'est intéressant. En fait, ils ont besoin de connecter avec toi parce qu'eux aussi ont des activités extra-professionnelles. Ils ont besoin de se dire qu'ils ne sont pas les seuls. On fait d'autres choses, on se rejoint sur quelque chose autre que sur le traitement des dossiers. Et c'est ce qui fait qu'ils se disent, ah mais tiens, cette femme-là, elle travaille là, elle est maman, elle prend les cours de guitare, elle emmène son fils, je ne sais pas, au football. C'est quelqu'un de très actif. Alors dis donc, elle peut peut-être manager une équipe. Ça a l'air de rien, hein, mais ils se disent qu'en fonction de tout ça, de tout ce que tu es, je suis sûre que si on lui donne une équipe, elle saura le faire. Elle saura le faire. Parce qu'elle a cette capacité-là, déjà au travail, à communiquer avec les autres, mais en plus, elle est très active, elle est dynamique.
pas que dans le travail. Quand elle sort du boulot, elle va faire ça, elle fait ci, elle fait ça. Hier, elle est partie là. Les gens se font tout un imaginaire autour de vous et c'est donc très important de communiquer sur soi, très important. Et les vacances, ce que vous avez mangé au petit déjeuner, ça a l'air de rien. La façon dont vous avez traîné dans les transports, le métro qui s'est arrêté pendant 15 minutes. Ah là là, c'était dur. C'était dur, mais malgré ça, tu arrives et t'es souriante au travail. Ils disent, ah, mais cette fille-là, mais dis donc, elle a eu des obstacles là sur le chemin, mais elle arrive, mais elle est toujours fraîche. Tu vois, donc, ils créent comme ça un imaginaire en disant, mais cette personne-là, elle est vraiment volontaire, elle fait pas la gueule, elle a eu tel problème, mais tu vois, c'est pas facile pour elle, mais pourtant elle est là. C'est important. C'est important. Voilà. Ce que je peux vous dire sur ça, j'ai été un peu rapide parce que j'ai peur de dépasser les. Non, non, t'inquiète. Alors, il y a une question de Stéphane qui dit Oui. Joël, est-ce que tu n'accompagnes que les femmes? Non, oh, Stéphane. Mais c'est parce que très souvent, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, je voulais accompagner que les femmes. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles avaient une facilité, plus de facilité à dire qu'elles étaient timides, qu'elles avaient du mal à prendre la parole. Très souvent, la société fait peser beaucoup de choses sur les épaules des hommes, une sorte de virilité où il ne faut pas avouer ses failles. Donc, au début, j'ai pris le parti de je vais les accompagner, je vais les aider, etc. Mais finalement, en fait, il y a des hommes qui sont venus vers moi spontanément et qui m'ont dit, mais attends, est-ce que nous aussi, donc non, maintenant, je fais tout. C'est mixte, hein. C'est mixte, j'accompagne aussi les hommes, même si c'est vrai que dans ma clientèle, j'ai quand même plus de femmes, mais j'accompagne les hommes aussi, j'ai quelques hommes. D'accord. Alors, ce que tu as dit tout à l'heure sur l'agilité, c'est-à-dire le fait de ne pas se considérer arriver à une position, c'est tout à fait juste. Et d'ailleurs, je dirais, c'est un terme qui est de plus en plus à la mode aujourd'hui, que l'on affuble même pour l'informatique, mais aussi pour les organisations humaines, même aussi dans le management. C'est-à-dire, il y a cette notion en fait, de toujours se réajuster en fait, par rapport au moment présent et ne pas forcément, oui, avoir ne serait-ce que des objectifs, d'avoir une vision, mais ça nécessite voilà, de pouvoir se recaler au fur et à mesure que le temps passe. Alors, j'aimerais aussi te dire que je suis en accord avec toi sur le côté de perfection parce que quand on est un sportif, par exemple, et quand on veut atteindre, je sais pas moi, on sait qu'il y a Usain Bolt qui court très très vite, mais le gars, il va dépasser le record du monde peut-être une fois dans sa vie ou deux fois. Et donc ça, c'est la perfection. Et cette perfection, on ne peut pas la réitérer plusieurs fois. Il va être, oui, le premier, mais il fera moins que ce qu'il a fait le moment où il a fait le truc à la perfection. Donc en effet, ça ne veut pas dire qu'on manque d'ambition ou on manque de perspective. Non, c'est simplement être lucide et puis se dire que voilà, il faut refaire les choses avec effort, constance, exigence et constance. Voilà, exigence. ça, c'est pas mal. Alors, comment tu pourrais maintenant, au travers de ton activité, est-ce que tu as des personnes qui viennent te dire, bah, écoute, moi, Joël, je suis en train de présenter mon projet d'entreprise, je ne sais pas trop comment y prendre, mais voilà, je participe à des réunions, mais je n'ai jamais la parole. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, des gens comme ça qui t'aident à te dire, bah, tiens, comment prendre la parole, sortir de la timidité en réunion pour pouvoir s'affirmer? Oui, alors c'est vrai que la problématique quand on est timide, c'est de savoir comment s'insérer. Tu vois, un peu comme sur l'autoroute là. Tu sais pas comment tu vas t'insérer. Tu vois les voitures passer, tu te dis, mais attends, c'est mon tour ou c'est pas mon tour? Et ben, en fait, c'est un peu comme sur l'autoroute. Il faut appuyer sur l'accélérateur et rentrer. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où il y a un vide quelque part. Tu vois, il y a toujours un moment. Et ce vide-là, en général, quand tu es timide, tu le vois. Sauf que tu n'oses pas te mettre dedans. Donc, moi, ce que je dis souvent, c'est en premier lieu, avant de bousculer les autres qui sont déjà en train de parler et puis tu bouscules, tu joues des coudes et tout, observe le vide. Tu vois, observe le vide et choisis de t'insérer dans le vide. Tu vois. Et tu le sens, tu le sens. Parce que très souvent, tu es là et tu le sens et tu te dis, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Le temps que tu dis que est-ce que j'y vais, il y a quelqu'un d'autre qui se place dessus. Donc, déjà, accepte de combler, entre guillemets, les moments de vide. Ensuite, effectivement, quand tu as fait ça, alors il se peut que quelquefois, la conversation est à bâton rompu, etc. Et que tu doives maintenant jouer des coudes, c'est-à-dire un peu hausser la voix et dire oui, mais alors, tu vois, un peu te hausser la voix. Mais très souvent, quand tu hausses un peu la voix, les gens se taisent. Tu vois, alors il ne s'agit pas d'hausser la voix pour aller crier sur les gens, c'est pas ça, mais
même, ça peut être quelquefois, ce que je donne aussi comme conseil, c'est le corps. On oublie souvent la fonction du corps. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin d'hausser la voix. Elles vont juste hocher la tête, tu sais, et il y a quelqu'un dans l'assemblée qui va dire, mais toi, c'est comme si là, je vous voyais tous, c'est quelqu'un qui hoche la tête, je vais dire, ah, mais dis donc, alors, on dirait que tu veux dire quelque chose, tu vois. Et souvent, souvent les timides oublient d'utiliser leur corps. Ça peut être souvent comme ça, et tu as quelqu'un qui va dire oui. Et même toi, en faisant ça, tu manifestes déjà pour toi-même cette envie de t'insérer dans la conversation, tu vois. Donc, même si il y a personne qui te dit oui, toi-même, à un moment, tu vas vouloir y aller parce que ton corps, il y a déjà un mouvement, une mécanique qui s'est enclenchée. Donc, moi, ce que je conseille, c'est vraiment soit d'observer les blancs ou soit de se servir de son corps, hocher la tête, marquer un peu le doute, tu vois. Même bouger la main. Il faut montrer qu'on est là. Et souvent, on oublie que le corps sert à ça aussi. Le corps sert à montrer je suis là, je suis là. Et soit pour les autres, soit même pour soi, envoyer à son cerveau le message que oh, je suis là, je commence à me réveiller, je peux parler. Voilà. Alors, il y a Nicole qui pose la question, comment parler de soi au travail tout en évitant d'être sujet de ragot? Ah, ça c'est la peur. Alors, je crois vraiment. Alors, sujet de ragot, je pense qu'on peut tous l'être, d'accord. Maintenant, comme je dis, tu sais ce que les gens ne peuvent pas savoir lire dans ta tête ou bien dans ton quotidien ce qui se passe. Tu es le maître de ta communication, d'accord. Donc, c'est toi qui dois choisir ce dont tu veux parler. C'est-à-dire que si tu veux parler de tes difficultés de maman, j'en sais rien, ou bien de tes activités extra-professionnelles, ça, c'est à toi de le faire. Maintenant, je crois qu'il faut accepter que les gens puissent derrière broder quelque chose dessus. D'accord? Tu peux pas maîtriser de bout en bout. Tu sais ce que toi, tu donnes aux gens. Maintenant, ils vont en faire quelque chose. D'accord? Et moi, ce que je dis souvent, c'est que tu as la possibilité de rectifier les choses. La prise de parole, c'est pas quelque chose de one shot. C'est quelque chose de continu. C'est-à-dire que tu peux dire un truc, les gens s'en emparent, ils en font quelque chose d'autre. Toi, tu peux revenir et dire que, mais non, attendez. Alors moi, je vous ai dit ça, vous avez fait autre chose de ça, c'est pas ce que je voulais dire. Tu vois? En fait, tu es le maître de ta communication et de ta personne. Tu peux rectifier comme tu veux. Tu peux aller dire que non, c'est pas ça que je voulais dire, c'est ça que je voulais dire. Donc, il faut pas voir la chose comme une fois, j'ai parlé une fois, j'ai dit ça, c'est terminé. Ouh là là. Non, j'ai dit ça, je sais ce que je veux dire de moi. Déjà, ça, c'est important. Et puis ensuite, une fois que je suis contente de ce que j'ai dit de moi, s'ils en font autre chose et que je suis au courant, j'ai la possibilité d'aller voir les gens et de dire, mais pardon, mais j'entends ça, ou bien tu dis ça, mais c'est pas ce que je voulais dire. Est-ce qu'il y a un souci? Est-ce que, voilà, ta parole, c'est la tienne, tu peux la renouveler autant de fois que tu veux, en fait. Alors, c'est vrai que dans le milieu politique, il y a une phrase qui dit souvent, c'est vérité d'un jour n'est pas forcément celle du lendemain. Non, carrément. Bah, de toute façon, on a vu en politique, hein. Tu vois, il se passe un truc très grave en termes de communication, tu dis, mais la personne est foutue. Et puis, un an après, 2 ans après, tu la revois sur le devant de la scène, tu dis, mais comment? Comment c'est possible? Parce qu'en fait, il y a des gens qui se travaillent à la communication, c'est pour dire qu'une communication se rattrape, et il faut avoir en tête que je suis le maître de mon image, je suis le maître de ma communication, et c'est moi qui sers les plats. C'est moi le chef du restaurant, c'est moi qui sers les plats. Et si le plat que j'ai servi, finalement, bon, c'était pas trop ça, eh ben, je vais retravailler, je vais en servir un autre. C'est pas grave. Voilà. Alors, il y a Karine qui pose la question. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que tu as voulu. Qui de la sophrologie ou quid peut-être de la sophrologie pour aider dans la préparation d'une prise de parole en public? Est-ce que ça t'arrive de le faire? Alors, moi, personnellement, non. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Il y a des personnes qui sont venues me voir et qui m'ont dit, quand je leur demande qu'est-ce que vous avez déjà essayé, par exemple, ils me disent la sophrologie, etc. Alors, moi, je crois que la sophrologie, ça aide pour une prise de parole ponctuelle. C'est-à-dire, j'ai une grosse prise de parole à faire, une réunion animée, voilà, une prise de parole un peu, comme je dis, très formelle. Alors, je crois que oui, ça, c'est quelque chose qui peut aider à faire baisser le stress, à détendre, etc. Mais un peu comme la préparation mentale, la visualisation. Maintenant, quand on a vraiment un souci de timidité, c'est-à-dire vraiment une des difficultés à parler,
au quotidien, alors je crois que l'efficacité est un peu moindre sur ça. Parce que la timidité répond à autre chose. Elle ne répond pas tellement à du stress, elle répond à une peur. Elle a peur d'être jugée ou la peur d'être rejetée. Et ça, même si tu n'as pas beaucoup de stress, en fait, cette peur-là peut rester. Donc, c'est pour ça qu'il faut, entre guillemets, traiter cette peur. Et c'est pour ça que je parlais au début, en fait, de la pensée. Si tu as peur d'être jugé, c'est que tu penses qu'on va te juger de telle ou telle manière. Pourquoi tu penses qu'on peut te juger de telle ou telle manière? C'est que tu penses quelque chose de toi, sur ton propre parcours, sur peut-être l'image que tu penses dégager, etc. Donc, il faut aller traiter cette chose-là, en fait. Il faut aller résoudre cette chose-là parce que la timidité, vraiment, ça répond à cette peur-là. J'ai peur d'être jugée ou j'ai peur d'être rejetée si je parle. Donc, ouais, la sophrologie, moi, je crois que ça aide, mais ça aide pour une grosse prise de parole, pour quelque chose de plus formel, devant un auditoire, etc. Comme tout à fait, comme la préparation mentale. Par contre, sur la timidité, ce qui est vraiment dans le quotidien, je crois que c'est un peu moins efficace, en tout cas de ce que j'ai pu observer et les retours que j'ai eus des personnes qui l'ont déjà fait avant de venir me voir, en fait. D'accord. Alors, juste pour revenir, tu venais de dire un terme qui vient de justement m'aider à compléter ce que je cherchais tout à l'heure en parlant de perfection, et je pense que ça peut aider aussi les autres. Alors ça, c'est juste un petit feedback sur mes cours de management. Euh, la perfection, en fait, est le stade 4 quand tu regardes les objectifs à atteindre, parce que au départ, ça commence avec l'efficacité. Ensuite, tu as l'efficience. Après, tu as l'excellence. Et enfin, tu atteins la perfection. Donc, c'est pour ça que pour rassurer tous ceux qui sont là, c'est un stade 4. Donc, quand on vise des choses à la perfection, on peut le faire une fois, mais peut-être pas tous les jours. Ah bah, c'est surtout que là, tu as vu ce que tu décris, c'est qu'il y a des étapes avant, en fait. Oui. Et très souvent, eh ben, ce qu'on fait, c'est qu'on veut sauter ces étapes-là. On veut se dire que, bah, écoute, moi, je suis à 1, je vais aller à 4. Si je ne suis pas à 4, non, je ne fais pas. Tout à fait. Mais il faut accepter, en fait, de faire toutes ces étapes, puisque c'est ça qui mène au stade 4. Comment tu vas arriver au stade 4 si tu ne fais pas l'efficacité, l'efficience, l'excellence? Il faut accepter ça. Mais dedans, dans l'efficacité, dans l'efficience, dans l'excellence, il y a les échecs. Ah oui, tout à fait. Et C'est important. c'est ça que tu ne peux pas. Bah oui, il y a les Alors, échecs. tu peux nous en parler, tiens, des échecs. Dans la construction, dans la dynamique de construction, justement, peut-être des retours que tu as eus, voilà. Ah, moi, c'est simple. Voilà comment je vois l'échec. Je ne suis pas de ceux qui disent oui. Alors, il y a ce truc-là qui dit oui, l'échec, c'est une leçon, allez, hop, c'est bon. Non. Moi, il faut accepter que l'échec, ça fait mal. Tu vois, je crois qu'il ne faut pas zapper le côté, oui, le côté tristesse ou bien déception qui accompagne l'échec. Je crois qu'il faut l'accepter. Au contraire, on doit accepter d'être triste et d'être déçu. Il ne faut pas se culpabiliser parce que souvent, comme il y a tellement en développement personnel, il y a tellement ces phrases-là sur l'échec qu'on voit tout le temps. Quand nous, on vit notre échec douloureusement, on se dit, mais oh, je ne suis pas un gagnant finalement. J'aimerais faire comme l'autre qui dit que oui, l'échec, c'est une leçon de vie, etc. Je ne suis pas un gagnant. Non. Moi, je pense qu'il faut l'accepter. Il faut accepter sa déception. Maintenant, après ça, tu passes à l'étape, justement, leçon. Dans la déception, maintenant, tu vas chercher à te dire, OK, qu'est-ce que j'ai réussi? Parce que dans l'échec, tu as réussi quelque chose. Qu'est-ce que j'ai réussi? Peut-être que tu as réussi même le stade 1, c'est-à-dire à faire la chose. Parce que si tu as échoué, c'est que tu as fait la chose. Donc, qu'est-ce que j'ai réussi? Bon, par exemple, en prise de parole, bah, j'ai réussi à prendre la parole. OK, d'accord. Donc déjà, il y a une source de satisfaction dans ton échec, finalement. Tu as réussi à faire quelque chose que tu ne faisais pas avant. Ensuite, maintenant, peut-être que ça ne s'est pas passé comme tu voulais. OK, où ça a pêché? Où est-ce que je me suis sentie un peu mal à l'aise? Est-ce que j'ai pas assez préparé? Comment j'ai fait ma préparation? Maintenant, tu peux entamer tout un processus d'analyse de ton échec. Et c'est là que tu tires une leçon. Mais de manière globale, pour moi, hein, l'échec, pour moi, franchement, ça me vaut mille formations. Parce que des fois, ça pique tellement, franchement, ça pique tellement que tu n'as pas envie de refaire la chose comme tu l'avais faite avant. Alors que des fois, tu vas en formation, tu vas en séminaire, tu fais des trucs, on te dit, ah, bah, tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça. Tu retiens, c'est vrai, tu apprends tes leçons, tu retiens, mais là, ça ne te marque pas comme un échec peut te marquer. Et je crois que c'est ce truc-là qui marque, qui fait que tu as envie de te dire que non, la prochaine fois, là, je ne vais pas faire comme ça. Et ça ne veut pas dire que je ne vais plus refaire. Non, ce n'est pas un truc de non, je ne refais plus, je reste à ma place. Non.
je ne vais pas faire comme ça. Ça veut dire je vais faire, mais autrement. Voilà. Et je crois que, accepter la déception. Vous n'êtes pas moins gagnant, moins battant, moins successful si vous êtes déçu. C'est normal quand on a fait quelque chose d'être un peu déçu. Mais ensuite, regarder ce qu'on a fait de bien dedans. Et puis, si ce qu'on a fait de moins bien, écoute, voir comment on peut faire. Toujours, exigence. Qu'est-ce que je peux faire, le petit truc en mieux? Qu'est-ce que le petit truc, si le reste, c'est pas trop ça, mais quel petit truc je peux faire en mieux? Qu'est-ce qui va m'apporter, en fait? Et recommencer. Voilà. Ah, super. Merci, Joël, parce que il y a un autre point aussi, je suis d'accord et en phase avec toi, c'est la technique des petits pas. Moi, c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer aussi. C'est vrai, on fixe l'objectif au loin, mais l'escalier il se monte pas par pas. Donc, forcément, il faut considérer que c'est un escalier. Et donc, il y a des marches comme ça qu'il faut franchir, même si on garde les yeux fixés sur là où on veut aller. Donc, tout à fait. C'est important. Alors, messieurs, mesdames qui êtes là, est-ce que vous voulez interpeller notre grande gueule non, notre invité, Joël, si vous avez des questions par rapport à ce qu'elle a dit ce soir. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez activer Posez vos questions, même si ce n'est pas par rapport à ce que j'ai dit, parce que ça se trouve, j'ai oublié un truc. Voilà. Donc, il faut passer votre micro de bleu à jaune sur le côté. Si vous êtes. Voilà, je vois qu'il y a des gens qui ont activé. Oui, Joël. Donc, ma question, elle était. Oui, c'est Serge. Oui, bonjour, ma question, elle était. Oui, bonjour. Ma question, bonsoir, pardon. Ma question, elle était rapide. C'était juste. Vous dites que vous avez des clients. Du coup, l'accompagnement, il prend quelle forme? C'est des sessions de training, c'est des documents, c'est quoi exactement un accompagnement de ton côté? Alors, moi, je vais te dire quelque chose. C'est que mon accompagnement, pour l'instant, je l'ai voulu très, très, très humain et au plus proche. Quand je dis très humain, c'est-à-dire que, par exemple, j'ai un atelier en groupe, ce sont des petits groupes, ça va jusqu'à 5 personnes, et j'ai un coaching individuel de 3 mois. Par exemple, dans l'atelier en groupe, dans les séances que je fais, il est sur 5 semaines, on a une séance par semaine, tu verras très peu de slides passer, pour te dire même quasiment 0. Pourquoi? Parce que je mise vraiment sur l'échange et pas sur je vous fais passer un slide, vous prenez des notes, etc. Je mise sur l'échange, vraiment. Ensuite, je donne quelques exercices, notamment entre chaque séance. Ça, c'est vrai, il y a des exercices quand même. Mais la séance en elle-même est beaucoup basée sur l'échange et sur je pose des questions, je décortique les choses. Moi, je suis très pragmatique et j'aime décortiquer les choses. Donc, je décortique énormément les choses. Et le temps que ça prend, souvent, les gens qui viennent me voir, ils ont essayé pas mal de choses. Et en 5 semaines, honnêtement, pour l'atelier, en 5 semaines, 80% du travail est fait pour les personnes qui sont timides. 70 à 80% du travail est fait. Déjà parce que j'ai été timide, donc je sais exactement où il faut appuyer. Donc ça, c'est aussi mon expérience personnelle. Je sais exactement où il faut appuyer et l'efficience. Et donc, je m'y applique. Et c'est pour ça que, en fait, ça marche très vite. Ensuite, pour l'accompagnement individuel, là, c'est quand même plus profond parce que au-delà de prendre la parole et enlever cette timidité, on va aussi vers un objectif précis. Souvent, ce sont des personnes qui ont envie de réaliser quelque chose. Ils n'ont pas juste envie de prendre la parole ou d'être moins timides. Ils ont envie d'être, je ne sais pas, leader politique, ils ont envie d'être journalistes, ils ont envie… En fait, derrière le timide, en général, il y a toujours des grandes ambitions. Moi, je n'ai jamais vu un timide qui est venu me voir pour me dire que moi, je veux juste parler. Il y avait toujours quelqu'un qui, en vrai, il veut être maître de conférence. Et tu te dis, mais le type est timide, mais dis donc, qu'est-ce qu'il veut faire derrière? Mais c'est la preuve que la timidité étouffe, en fait, ton ambition. Mais donc, pour les personnes qui ont déjà leur objectif en tête, souvent, elles préfèrent prendre l'accompagnement de 3 mois parce qu'on va enlever la timidité, certes, mais on va aller plus en profondeur pour t'accompagner vers ton objectif, au plus près de ton objectif en tout cas, parce que souvent, 3 mois, c'est pas assez. Alors, on peut continuer après, mais les 3 mois, c'est vraiment 90 jours. C'est vraiment la base pour consolider le fait que tu ne sois plus timide, le fait que tu sois plus à l'aise et avancer vers un objectif précis. Donc voilà.
Est-ce que j'ai bien répondu à ta question, Serge? Très bien. Dernière question rapide. Je vois qu'il y a beaucoup de... Du coup, c'est le confinement aujourd'hui. On est beaucoup plus en remote. Du coup, est-ce que il y a une adaptation, tu as pu t'adapter pour aujourd'hui ou c'est toujours en présentiel? Non, mais tu sais, comme je suis visionnaire, j'avais décidé, en fait, avant le Covid, j'avais décidé de faire une activité en ligne. Tu vois? Donc, en fait, moi, malheureusement, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat pendant le Covid. En tout cas, sur le coaching pendant le Covid. Et Dieu merci, j'avais décidé de faire ça en ligne. Donc, c'est toujours en ligne. Même si j'espère, pouvoir un jour faire quelque chose en présentiel, mais c'est en ligne. Je me sers de Zoom, de Facebook, parce que j'ai un groupe privé sur lequel les personnes prennent la parole. Et puis WhatsApp, voilà. Et jusqu'ici, franchement, c'est efficace comme ça. D'ailleurs, les gens, des fois, ils sont un peu sceptiques. Ils disent, ouais, mais c'est en ligne. Mais finalement, je dis, tu vas voir, c'est en ligne, mais tu auras l'impression qu'on est ensemble tous les jours parce qu'en fait, moi, une fois qu'on part ensemble, je suis une coach très, très présente. Je suis très présente, pas que pendant les séances, entre les séances, parce qu'entre les séances, il faut faire de la prise de parole. Et je fais parler beaucoup les gens. donc, il faut que je sois là, il faut que je regarde, il faut que je décortique. Donc, j'accompagne vraiment les gens et je trouve que la visioconférence jusqu'ici est très, très, très efficace. Merci Serge. Quelqu'un d'autre? Oui, rebonsoir Joël. Oui, bonsoir les amis. Voilà, moi je voulais juste revenir par rapport aux activités extra-professionnelles. Moi, si je prends par exemple mon cas, oui. Je t'avoue sincèrement que j'ai du mal. Oui. Je ne sais pas si j'ai du mal ou j'ai fait le choix de ne pas parler de mes activités professionnelles, extra-professionnelles au travail. Tout simplement parce que j'avais observé autour de moi ceux qui ont osé parler de leurs activités extra-professionnelles. Par exemple, ceux qui occupent des postes au niveau de la commune. Quand on leur demande un travail à faire, s'ils ne répondent pas dans les demi-heures qui suivent, ah mais vous savez, hein, elle est très occupée par ses activités. Ah mais vous voyez, on a envoyé le mail hier, elle n'a pas répondu, tu te rends compte? Voilà, ça bavarde beaucoup et du coup, moi, en observant, du coup, ça m'a mis un frein. Donc, ce qui fait que quand je parle de mes activités extra-professionnelles, je choisis les personnes à qui je me confie. Mais sinon, je ne viens pas aujourd'hui dire, ben, tiens, j'ai ça à faire, j'ai ma journée Connecting Day. Personne ne sait. Voilà. Donc, comment agir par rapport à ça? Est-ce que c'est la bonne attitude que j'ai ou pas? Voilà. Alors, déjà, il n'y a pas, c'est vrai, d'obligation de diffuser dans le haut-parleur tout ce qu'on fait de nos journées. Dieu merci. Et bien sûr que tu peux choisir les personnes à qui tu communiques telle ou telle information. Ceci dit, si c'était public, on va dire, enfin quand je dis public, ici, il y avait un maximum de personnes qui étaient au courant de ce que tu fais. Comme je dis souvent, moi, je suis maître de ma communication. C'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé, effectivement, qu'on m'envoie un mail. Je sais que je ne vais pas répondre tout de suite, n'est-ce pas? Parce que je sais que j'ai autre chose à faire. Mais pour éviter, comme je sais que c'est moi qui sers le plat, pour éviter que la personne aille déduire d'autres choses, je communique sur le fait même que je ne vais pas te répondre tout de suite, en fait. C'est-à-dire que je suis en capacité de te dire que « Ah, merci, j'ai bien reçu ton mail. Est-ce qu'il y a un délai? Est-ce que c'est urgent, par exemple ?» On me dit « Non, c'est pas urgent. » Ou alors « Oui, ce serait bien pour demain et tout. » Je vais lui dire « Ok, ben écoute, j'essaie de te répondre dans les délais. Je fais le max. Je fais le max pour te répondre. » En fait, je fais en sorte que la personne sente que je suis avec elle, alors même que je n'ai pas répondu à ce qu'elle m'a demandé. Tu vois? C'est très important parce que la personne, quelque part, ce dont elle a besoin de sentir que elle t'a demandé que tu es là. D'accord? Tu n'as pas encore traité, je veux dire, la tâche en elle-même, mais elle a besoin de savoir que, entre guillemets, comme on dit, tu la calcules. Tu vois? Que tu es là. Et donc, tu as le droit de communiquer sur le fait que tu vas mettre un certain temps avant d'exécuter cette tâche. Tout à fait. Et ça, c'est ce que j'appelle, moi, apporter de la considération aux autres. Au-delà même de la communication, c'est apporter de la considération. Et il faut savoir que les gens disent, c'est ce que j'ai lu quelque part, et à savoir si c'est vrai, mais moi, en tout cas, je considère que c'est vrai, que tout ce qu'on fait
est là pour assouvir deux désirs. Alors, on dit que, il y a le désir sexuel. Ne me dites pas pourquoi, je ne sais pas. Le désir sexuel. Et le deuxième, c'est le désir d'importance. D'accord? Donc, si tu es en capacité de faire comprendre à quelqu'un qu'il est important, alors tu es le roi du monde. D'accord? Et je ne parle pas de faux semblants ou d'hypocrisie, hein, pas du tout. Je ne suis pas dans ce truc-là, pas du tout. Je parle de réellement apporter de la considération aux autres. C'est-à-dire que quelqu'un te demande, il sait que toi, tu as des activités là, à droite, à gauche. D'accord? Tu n'as pas envie qu'il pense que, c'est pas que tu n'as pas envie qu'il te juge, tu n'as pas envie qu'il pense qu'il passe après tes activités tout simplement par égard pour lui. Donc, tu vas lui dire, mais écoute, merci, j'ai bien reçu ton mail. Est-ce que je peux te répondre? Est-ce que je peux te traiter la tâche d'ici demain ou après-demain? Ça te va? Il va te dire, ah oui, ou alors non, essaye un peu avant. Tu dis, moi, je fais de mon mieux, tu vois. Il va sentir que tu n'as rien traité encore, mais il va dire, mais celle-là, elle est efficace. Non, mais je t'assure vraiment. Il va te trouver efficace alors que tu n'as rien traité encore. Parce que tu es réactive, en fait. C'est ce qu'on appelle, oui, être réactive. Et la réactivité fait partie de ton efficacité. Ok. Oui, Bonsoir. 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 Oui, bonsoir, c'est Élie. Salut Elie. Merci. Salut Dimitri. On Donc, discute. merci pour la présentation donc, et le parcours donc, que vous avez eu, donc, qui me semble, comment dire, un très beau parcours. Merci. Donc, moi, ma question, donc, elle repose, donc, est-ce que vous faites des accompagnements également donc, pour les enfants ou est-ce que c'est uniquement pour, je dirais, les adultes? Aujourd'hui, je fais que les adultes. Et c'est très bizarre que vous me posiez cette question parce qu'on m'a demandé aujourd'hui si je pouvais intervenir dans un groupe de parents, en fait, et qui ont des enfants timides et d'essayer de les conseiller sur comment aider leurs enfants. Et je me suis dit, tiens, dis donc, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça, même si je sais, moi par contre, je fais avec ma fille, comme j'étais timide, en fait, je sais exactement quoi mettre en place pour ne pas qu'elle développe ce trait-là, on va dire. Mais je n'accompagne pas proprement dit les enfants. Par contre, je peux accompagner les parents dans leur façon dans leur éducation, entre guillemets, pour justement développer la sociabilité de leurs enfants. Ça c'est clair. Mais pas l'enfant lui-même, non, j'ai pas… D'accord, non, mais c'est une bonne chose. C'est déjà un bon début. Après, j'ai une dernière question. Quelle a été, donc, parmi les candidats, enfin, en tout cas, les personnes que vous avez accompagnées, votre plus belle réussite? Alors, elle est… en fait, j'en ai tous les jours tellement… Je souris parce qu'en fait, je ne sais pas comment vous dire, mais à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui sort de sa timidité, par n'importe quel bout que ce soit, c'est comme si c'était moi à chaque fois. Mais quand même, je vais te dire que… Alors, dernièrement, là, j'accompagne, c'est pas fini, mais j'accompagne une femme qui travaille en Birmanie. Elle est française, hein, mais elle travaille en Birmanie. Elle travaille avec l'Union européenne. Et elle met en place des programmes elle travaille dans des pays en guerre. Donc, genre là, elle est en Birmanie. Elle met en place des programmes de paix pour les femmes, en fait. Sécurité, paix pour les femmes. Elle a un très bon poste, honnêtement. Un très bon poste. Mais elle avait des difficultés quand même avec ça, à prendre la parole en réunion et ne serait-ce même à être elle-même, en fait. Et je crois que ma plus belle réussite, c'est quoi? C'est à chaque fois que… Bon, déjà, elle a réussi. On est en milieu de parcours et elle réussit déjà à prendre la parole et tout. Donc, elle est hyper ravie. Et puis, elle m'a appelé la dernière fois en pleurant parce qu'elle dit, je ne me rends pas compte, j'ai pris la parole, c'était fluide, c'était net, c'était… Et ma plus grande réussite, c'est à chaque fois que je me rends compte que la personne qui est timide est en dessous du niveau auquel elle devrait être. Et ça, c'est beaucoup de timide. Parce qu'en fait, ta timidité, comme elle étouffe ton ambition, même si tu as un très bon poste, tu es encore en dessous du poste que tu devrais occuper si tu n'étais pas timide. Et là, en fait, sa mission à l'Union européenne se termine et elle m'a dit, écoute, j'envisageais depuis longtemps et je n'osais pas arriver à un poste à l'ONU, postuler à un poste à l'ONU pour des politiques gouvernementales, etc. Donc, quelque chose d'un peu plus haut. Et elle m'a dit, là, je vais le faire, en fait. Et ça, à chaque fois que j'ai ça, franchement, je suis… pour moi, c'est ma réussite. À chaque fois que la personne comprend qu'en fait, en réalité, elle est en dessous de son niveau et que maintenant qu'elle prend la parole,
que ce qu'elle transmet comme idée est fluide. Et du coup, comme c'est fluide, on lui renvoie que « Ah, mais c'est génial ce que tu as dit, c'est fluide. Ah, mais dis donc. » Et du coup, elle se voit, elle se dit « Mais attends, mais je pourrais faire plus, en fait. » Et du coup, ça, c'est franchement, ça, c'est ma vie. Et du coup, comme on est en milieu de parcours, là, on est en milieu on a 3 mois, donc on est à 1 mois et demi, bah, je vais l'accompagner vers ça et tout, etc. Et moi, pour moi, c'est le Saint Graal, quoi. C'est le top. Merci beaucoup. De rien. Bon courage pour ce que vous faites. Merci. Bah, en tout cas, tu pourras compléter dans ta palette d'offres de services les enfants, les adolescents. Ou, je crois qu'il y a une piste là, hein, tu vois. Il y a une piste, ça fait 2 fois là. Ça, c'est un signe de Dieu. Il m'envoie un signe là. Ton développement, et tu vois, tu as encore de la marge. Il y a Maureen qui t'envoie un bon tuyau là d'ailleurs. Bonsoir Joël. Ouais. Il y a une école qui s'appelle Clé 6 Junior qui aurait besoin de voir. Enfin, il y a des ateliers donc pour les parents, enfants, pour l'entrepreneuriat. Donc voilà le lien, mais de toute façon, je vous mettrai en contact avec Maureen parce qu'il y a un sujet dont on va parler. Maureen, je vais peut-être prendre la parole. Non? Oui, non? Non, merci. D'accord, ok. Bon, elle a donné l'information, donc voilà, c'est un bon plan, en effet, pour pouvoir trouver, comme ça, je pense, une œuvre, en tout cas, qui est en attente, je crois, de ce genre de prestations que tu présentes. Oui, d'accord. Je vais noter. À moins que tu m'envoies le lien après. Oui, je vais t'envoyer. Oui, tu m'envoies. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je voulais juste rajouter pour les parents qui ont des enfants timides, c'est aussi bien aussi de faire recours au cours de théâtre. Ça aide aussi à vaincre la timidité pour les enfants. Ça aide énormément, les cours de théâtre. Sinon, dans votre quotidien, honnêtement, il y a un truc tout simple. C'est faites parler votre enfant. Faites parler votre enfant de tout et de rien. En fait, laissez-le s'exprimer. Quand je dis faites parler, c'est pas forcément, mais laissez-le s'exprimer. C'est-à-dire que souvent, bon, moi, j'ai eu une éducation très autoritaire, très autoritaire, gentille, mais mon papa était assez autoritaire. Voilà, mes parents sont originaires de la Côte d'Ivoire et on a eu une éducation qui est issue de la Côte d'Ivoire très clairement. Donc c'est avec des très hiérarchisé, le respect des aînés, etc. Ce qui est peut-être des fois, de temps en temps, ça peut favoriser une certaine timidité parce qu'en fait, on te demande de t'exprimer dans un certain cadre. On te demande très rarement ton avis. Faut pas mentir, je veux dire. Il m'a pas tellement demandé mon avis. On t'impose beaucoup les choses. Et moi, alors, j'ai repris un peu mon éducation avec ma fille, effectivement, mais je suis plus large dans le sens où je lui demande d'exprimer même ses désaccords. Pourquoi? En fait, je lui demande toujours pourquoi tu n'es pas d'accord. Je l'encourage à développer son idée, développer sa pensée, même si des fois, ça m'énerve, ça me pique ce qu'elle est en train de me raconter. J'ai envie de reprendre un peu les habits de mon père et de lui dire, voilà, ça suffit, là, va te coucher, ça me fatigue. Mais je me force, en fait, à chaque fois que je me rappelle, je me dis, non, il faut qu'elle s'exprime quand même. Donc, je lui dis, pourquoi tu n'es pas d'accord? Dis-moi, qu'est-ce que tu ressens? Elle va me dire, oui, je ressens ça. En fait, je lui apprends même à mettre des mots sur ses émotions, sur son ressenti. Développe, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me dis ça? Et pourquoi? Je la pousse pour que justement, elle aille dans cette fluidité de développer le fond de sa pensée. Et donc, c'est des choses assez simples. Faites-le parler, laissez-le s'exprimer. Alors, dans un cadre, moi, ce que je demande, c'est le respect. Ça, c'est clair et net. Et souvent, quand elle déborde, je lui dis pas, t'as débordé, tu es puni. Je lui dis, comment tu peux me dire cette chose-là autrement? Trouve-moi un autre mot. Je veux que tu le dises autrement. Tu vois? Et tant qu'elle me trouve pas le autrement, là, on est assis là toutes les deux. donc, vraiment, je cherche vraiment à ce qu'elle puisse dire ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, qu'elle se sente légitime à penser ça. Et si c'est pas respectueux, avant de la punir, je lui demande de me trouver soit un autre mot, un synonyme. Reformule-moi ça. Ça, c'est du langage familier. Mets-moi ça en courant. Donc, voilà. Ah, très bien, super. Merci en tout cas pour tout ça. Avant de nous quitter, puisque je vois que tout le monde est timide et que, alors que normalement, ça devrait tous nous ouvrir à poser des questions, mais je pense que l'intervention a été brillante et ça a permis en tout cas à chacun. Oh, merci. Des tips. Alors oui, il y avait Stéphane qui posait, j'ai zappé sa question, il parlait de, voilà, Joël, est-ce que tu as des tips pour les enfants timides? Donc ça rejoint, tu vois, l'intervention d'Élie.
Comme quoi, il y a vraiment un petit sujet là, hein. Tu as un petit créneau là à développer. Hein. Il y a des choses comme le sport, par exemple. Voilà, encourager les activités collectives. Voilà, du sport, tout ce qui peut être dans le collectif. Ça, c'est important. Maintenant, il faut aussi voir, quelquefois, des enfants ont leurs particularités et on les force justement à rentrer dans un certain moule. Tu vois, par exemple, un enfant qui est plutôt introverti n'est pas timide. Hein. Introverti, parce que les gens font des fois l'amalgame, enfin en tout cas, ils mettent ça dans le même pot, mais c'est pas du tout la même chose. Un introverti, c'est quelqu'un qui est plutôt dans l'introspection, qui n'aime pas trop être stimulé par la foule, etc. Par contre, s'il doit parler, il peut parler tranquillement, sans peur. Il peut dire ce qu'il pense, donner son avis, sans avoir peur d'être jugé. Mais c'est quelqu'un plutôt qui va aimer les environnements calmes. Il n'a pas besoin d'être avec 10 000 amis, etc. Il va choisir ses amis. Par contre, le timide, lui, il a peur de parler, réellement. Donc, c'est pas la même chose. Donc, des fois, les enfants sont introvertis et on les force, entre guillemets, à aller avec du monde. Allez, vas-y, hein. Je crois que ça peut créer même là une timidité parce qu'il va se trouver en décalage avec l'endroit dans lequel il se trouve ou avec les personnes avec lesquelles il se trouve. Je crois qu'il faut sentir son enfant et respecter ce qu'il est, mais en tout cas à la maison, lui donner l'occasion de s'exprimer. Et s'exprimer, c'est pas que la parole, ça peut être artistique, ça peut être autre chose. Exprimer ce qu'il est. Plus il va s'exprimer dans ce qu'il est, moins il aura de chances de développer de la timidité et d'avoir peur des autres et du jugement des autres. Très bien, merci en tout cas Joël. Alors avant de conclure, j'aimerais justement partager un point commun que nous avons. J'ai découvert il y a quelques temps, tu es intervenu dans une association ivoirienne. Oui. Et je suis en train de diffuser donc là le petit flyer qu'on a mis en place puisque nous sommes partenaires de cette association. Et Maureen est marraine de cette opération chez ADRNS, puisque c'est la vice-présidente de la partie ADRNS for the Child. Et donc, en fait, cette opération consiste à nous aider à collecter 200 kits d'hygiène pour les jeunes filles de la Côte d'Ivoire. Donc, cette opération a commencé le 3 février jusqu'au 8 mars. Et après, donc, on enverra ces kits à Abidjan, donc chez Happy Moms, qui est notre association partenaire. Donc, voilà, on voulait comme ça vous partager ce défi. Et si autour de vous, vous pouvez faire circuler l'information. Moi, j'ai demandé à ma fille, avec ses copines, de faire un petit challenge là, puisqu'elles aiment bien échanger. Donc, je lui ai dit, tiens, essaye de faire un truc là, avec ça. Et, voilà, donc essayez de relayer l'information et ne pas hésiter donc, à soit appeler donc, sur le numéro de téléphone qui est présent, à envoyer des mails ou simplement à flasher avec le code barre, là, enfin le flash code, pardon, si vous voulez soutenir, parce que ça nous aidera à envoyer comme ça les kits à Abidjan. Donc, voilà, une opération qu'on fait dans le cadre d'aider comme ça les adolescentes qui sont en Côte d'Ivoire. Donc, on est en partenariat avec Happy Moms qui fait déjà ce genre de collecte. Et donc, on voulait justement s'associer à elle pour relayer l'information de manière beaucoup plus large. Voilà. Donc, tu as été avec Happy Moms. Oui. Et voilà. Avec Happy Moms, il y a peut-être la semaine dernière, le 4 février. Oui. Je ne connaissais pas cette association et Sita qui m'a contactée, que j'ai découverte. Et je trouve vraiment la cause, en tout cas, très belle. Parce que c'est vrai que être une maman solo, ça n'a pas à bloquer ton parcours, en fait. Ça n'a pas à bloquer ton ambition. Ça peut-être un peu ralentir ou un peu, mais en tout cas, je crois qu'il faut continuer de rêver malgré sa situation. Donc oui, j'aime beaucoup la cause que défend l'association et puis Sita. Donc même moi, tu m'avais donné le numéro, je t'ai dit mais où est-ce que je vais envoyer et donc même moi, je vais contribuer. Donc voilà, je trouve ça bien. Ok, super. Bon, en tout cas, merci parce que ta parole vaut de l'or. J'ai enregistré. Bah oui, hein. Tu retiens les dossiers contre moi. Pas les diffuser. Elle avait dit ça. Hein. Non, mais en tout cas, vraiment, merci Joël pour ça, pour elle, surtout. Parce qu'en fait, on voulait, tu sais, faire coïncider avec la journée du 8 mars. Oui. Nous, en fait, avec ADRNS for the Child, la cible, c'est vraiment les enfants, les adolescents. Et donc voilà, quoi de mieux, tu vois, que d'offrir quelque chose à des personnes qui n'attendent rien, qui n'espèrent rien, et tout ce qu'on pourra faire, ça va les aider. Voilà. Oui.
Donc, c'est pour ça qu'on est associé avec elle. Merci en tout cas, Joël. Alors, la semaine prochaine, nous aurons Virginie de la Guinée qui va nous parler en tout cas elle est dans le milieu agricole. Donc, vous allez découvrir les choses qu'elle fait qui sont formidables. Donc, vraiment, là, on va passer à l'agriculture. Donc, on change comme ça, tu vois, tous les lundis. Et en revanche, ce jeudi, donc vous allez voir là sur les LinkedIn, on va diffuser. Demain, vous aurez un nouveau spot vidéo, puisque là, on a tous nos invités, plus de 20 personnes qui vont participer, qui vont intervenir le jeudi. Ça va être énorme, vraiment. On vous invite vraiment à vous connecter où que vous soyez. C'est fait pour, justement. On s'est dit aujourd'hui, vous savez, c'est compliqué de se déplacer. Les aéroports sont fermés. Les gens ne peuvent plus se déplacer pour faire des affaires. Et donc, nous, on s'est dit, comme toi, Joël, on ne va pas se laisser avoir. On le fait en virtuel, 100% virtuel, et on arrive comme ça à connecter énormément de patrons du Sénégal. Et comme ça, tu vois, ça permet à tous ceux qui sont en affaires de pouvoir rencontrer des chefs d'entreprise et de pouvoir continuer à développer les affaires. Donc, il n'y a pas de limite. Donc, on continue, nous. Et c'est pour ça que tous les mois, donc on fait un pays différent. Le mois prochain, au Rwanda, après on fera le Maroc, après le Ghana, et on finira avec l'Éthiopie au mois de juin. Et là, on se posera pour voir quel projet on va faire, parce qu'on souhaiterait quand même avoir un espace dans Paris. Mais le plus important, c'est d'avoir des business centers dans les villes africaines que nous sommes en train de voir, de telle sorte que quand on se déplace, on a un endroit qui nous ressemble. Voilà, c'est ça la vision, en fait, pour pouvoir justement continuer les affaires sur ce beau continent qui est promis un grand avenir. Voilà. Merci à tous. Joël, je te laisse le mot de la fin et puis donc on va pouvoir se séparer. Écoutez, je vous dirais, qu'est-ce que je peux vous dire? Je vous dirais, croyez en vos rêves. Ça a l'air nul, mais ça l'est pas. Et dès ce soir, si vous pouvez rentrer à la maison, enfin vous êtes déjà à la maison, parce que j'ai l'impression que je suis dans un théâtre, donc je vous dis rentrer à la maison. Dimitri, il m'a eu. Mais tu vois, c'est ça, on sort du cadre. Non, mais si vous faites un pas ce soir, si vous avez un rêve, quel qu'il soit, c'est parce que quand on dit rêve, on voit toujours un truc immense et tout, mais ça peut être un truc tout simple. Ce soir, écrivez, prenez un papier stylo et dites-vous quelle est cette petite chose que je peux faire dès maintenant, qui est à ma portée, qui ne renverse pas la table, qui ne chamboule pas toute ma vie, mais quelle est cette petite chose que je peux faire pour avancer vers ce que j'ai envie de faire. Voilà. Si vous pouvez faire ça ce soir, là, vous allez me faire plaisir. Et après, vous m'écrivez, vous me dites, Joël, demain, hier, j'ai fait ça. Hein. Je serais contente. Et puis, chaque soir, vous faites ça. Ou au moins, si vous n'avez pas, chaque semaine, vous dites encore, allez, cette semaine, qu'est-ce que je peux faire qui ira dans le sens de mon rêve? Et puis, voilà. Avec ça, normalement, à la fin de l'année, vous êtes Bill Gates. Hein. Je veux avoir les témoignages. Bon, Joël, je vais t'inviter, si tu le veux bien, dans le groupe African Valley. Ben oui. Comme ça, tu pourras fixer des petits objectifs et chacun pourra te répondre, tu vois, un par jour. C'est ça. Qu'avez-vous fait aujourd'hui pour avancer vers votre rêve? Écoute, merci Joël, c'est super. Écoutez les amis, voilà, vous voyez pourquoi il ne faut pas louper les afters, parce que voilà, c'est extraordinaire. Moi, je me réjouis, j'apprends tout le temps, tous les lundis, je m'enrichis. Donc, faites passer le message autour de vous. Vous inquiétez pas, vous tous là, j'ai tous vos mails. Donc, voilà, on va relayer l'information que vous avez vue aujourd'hui, que ce soit le flyer et puis les vidéos. Je vais tout renvoyer. Et voilà, en tout cas, n'hésitez pas à faire suivre l'information et aussi à adhérer à African Valley parce que, vous voyez, ne serait-ce que l'exemple de ce qu'on va vivre jeudi. Tous ceux qui sont membres de African Valley, vous avez un stand virtuel offert. Ce qui fait que vous qui êtes en affaires, vous rencontrez énormément de personnes. Et comme on change de pays en pays, vous construisez un réseau, mais inimaginable. Vous vous rendez compte? Donc, voilà, en gros, que celui qui comprend, comme on dit, comprenne. Donc, à très bientôt et à lundi prochain. Et merci Joël et merci à tous. Merci à vous tous. Merci pour vos questions. Merci pour votre présence. Ciao. Merci et à jeudi.